Toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui professeur Christelle Lezon, qui est professeure à la faculté de l'éducation de l'Université Sherbrooke au Canada. Elle est responsable des programmes de troisième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur. Elle est également présidente de l'Association internationale de pédagogie universitaire. Elle est rédactrice en chef de la Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur. Elle est co-titulaire de la chaire Smart Campus, Smart Cursus en partenariat avec l'Université de technologie de Troyes. Ses recherches en général, il porte sur la formation, le développement professionnel des enseignants, surtout l'évaluation de l'enseignement et ses impacts sur les pratiques pédagogiques. Il collabore avec beaucoup de nombreuses universités, projets de recherche, que ce soit au niveau du Canada, aussi au niveau de la France et à l'international. Et il va nous parler aujourd'hui de l'approche par compétences. Et il va résonner particulièrement avec nous, puisque nous avions justement choisi d'appliquer cette approche sur tous nos parcours à partir de cette année. Il va nous apporter des clés concrètes pour en faire une véritable démarche de réussite. Je ne vais pas en dire plus et je lui laisse la parole. Professeur Lizone, c'est à vous. Merci beaucoup. En tout cas, je vais essayer de vous donner des idées pour le travailler, hein. Donc, on va essayer de regarder ensemble comment ça marche pour penser effectivement d'une idée à une démarche. Puis, vous l'aurez compris, pour moi, c'est pas un produit, c'est-à-dire que ça s'arrête pas une fois qu'on l'a fait. On est bien dans une démarche de transformation. Alors, si je vous dis compétence, je me demandais si vous aviez des mots qui vous venaient à l'esprit dans votre approche, hein. Vous pouvez soit les écrire dans le clavardage, soit prendre la parole et les partager. Puis vous le comprenez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là. L'idée, c'est juste un partage. Donc, qu'est-ce que ça évoque pour vous? À quoi ça vous, qu'est-ce que ça allume ou qu'est-ce que ça crée comme crainte, comme questionnement, alignement pédagogique du côté de David? Merci d'être le premier à se lancer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Culture utilisable. Ah, c'est intéressant, Hervé. À la fois la question de l'utilisabilité, puis on va pouvoir en reparler, puis de la culture aussi qui est en arrière. On est bien effectivement dans une transformation de culture, hein, culture de notre établissement, de notre approche, capacité du côté de Georges. OK. D'autres éléments qui vous viennent? D'autres perceptions, approches? N'hésitez pas. Critères d'acquisition. Ah, intéressant, Raphaël, hein, l'idée de savoir quand est-ce qu'on a atteint le niveau de compétence attendu, comment est-ce qu'on définit ces niveaux de compétences, qu'est-ce qu'on fait avec un étudiant qui n'atteint pas les niveaux attendus. OK. Comment on les présente aussi à l'externe. Savoir, savoir-faire, savoir-être, mobilisation de savoir-être et savoir-faire dans un contexte donné et vers une finalité précise, des objectifs d'apprentissage, hein, donc des cibles qu'on va positionner. Super. Ben, voyez, ce sont évidemment tous ces termes, hein, l'idée de transversalité des apprentissages, tous des éléments qui vont caractériser la manière dont vous allez mettre en œuvre, percevoir l'approche par compétence. Alors, vous le voyez, ici, on voit une certaine cohérence, décloisonnement. Ouh, le décloisonnement des enseignants, David, un élément clé et pas si simple à mettre en œuvre. Plus vous allez comprendre de la même manière ce que vous mettez en arrière de l'idée, de la notion, du processus, de la démarche, plus ça va vous faciliter évidemment dans la construction de cette culture commune. Puis vraiment, cette idée de culture est intéressante. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on va se lancer dans l'approche par compétence. Évidemment, on peut se dire, ben, on a une obligation. Parfois, la CTI nous l'oblige. Parfois, c'est l'HCRS. Parfois aussi, on va avoir une forme d'obligation qui provient d'autres milieux qui sont dans cette approche-là. On l'a vu apparaître, par exemple, dans les écoles de commerce ou dans les écoles de gestion, où on voyait une forme de pression qui apparaissait. Dans les grandes écoles, quand on se dit, ah, il y a des grandes écoles qui se mettent en marche, d'autres établissements suivent parce qu'il y a une tendance qui apparaît. Donc, effectivement, on peut le voir comme une obligation, mais moi, je pense que tout l'intérêt, c'est de transformer cette obligation en opportunité. Comprendre que l'approche par compétence, ça favorise une forme d'attractivité de nos programmes. Comment est-ce qu'un étudiant
Comment est-ce qu'un parent, parce qu'à l'heure actuelle, évidemment, les parents sont des grands consommateurs de la lecture de nos programmes. Peut-être que vous-même, vous avez des jeunes qui sont entrés dans l'enseignement supérieur. Souvent, les parents vont regarder, essayer de les aiguiller, de les accompagner. Donc, comment est-ce qu'on est capable de présenter un programme? Ça peut être évidemment pour les jeunes qui sortent du baccalauréat en France, mais comment est-ce que je fais pour attirer un étudiant qui vient d'un autre pays, que ce soit dans l'espace européen, hein, tous les accords de Bologne qui ont favorisé ça, ou bien à l'extérieur. Et ça, c'est pas toujours facile à lire un programme quand on vient d'un autre établissement, d'une autre culture, d'un autre pays. Donc, l'approche par compétence, c'est une occasion de rendre plus lisible notre proposition de formation, évidemment, pour les apprenants. C'est aussi une occasion de comprendre qu'on est dans un espace de changement. On va parler tout à l'heure très brièvement d'intelligence artificielle, mais on est aussi dans un changement dans le rapport à l'emploi, dans le rapport à la formation, dans le rapport aux apprentissages, à la transformation. On est dans un monde qui est très complexe à l'heure actuelle. On n'a jamais vu autant d'étudiants qui ont notamment des angoisses, qui vont avoir une anxiété même généralisée parfois. Tous ces changements au niveau du monde, hein, que ce soit d'un bord la guerre en Ukraine chez vous, tout ce qui se passe aux États-Unis de notre côté, on voit bien que le monde est en changement, tout ce qui touche les transitions écologiques, tout ce qui touche notre rapport à nos identités, tous ces éléments-là vont faire en sorte que les étudiants ont aussi un rapport très différent aux études, aux apprentissages, à l'emploi. Tout à l'heure, on parlait de culture de l'utilisabilité. Il y a un enjeu et d'autre part, on voit aussi aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui viennent en formation dans un espace dit de développement personnel, pas juste dans un espace de développement professionnel, mais aussi pour se développer comme personne, se développer des clés de lecture, développer son regard, ses approches sur le monde dans lequel on vit. Donc tous ces citoyens qui sont là aussi uniquement pas que pour avoir une profession ou parfois un contrat à durée indéterminée. Il y a un élément fort aussi qu'on voit apparaître, c'est une transformation des apprenants. Peut-être que vous l'avez vu. Alors, on peut évidemment se dire, oui, mais c'était mieux avant. Il faut savoir aussi que les apprenants qu'on accueille dans nos milieux aujourd'hui, ils vont avoir des caractéristiques que nous n'avions pas nécessairement. Et là, je ne parle pas de votre âge, mais on est tous en évolution, hein. Quand on était étudiant en première année, et les étudiants qu'on accueille aujourd'hui, alors certains vont dire, oui, mais ils ont moins la culture d'apprendre des choses, ils sont moins curieux. En fait, ce qu'on constate, c'est que leurs cursus sont différents, les outils qui sont à leur disposition sont différents, les approches, les moyens, les envies. Donc oui, les étudiants changent. On accueille aussi aujourd'hui des étudiants avec une hétérogénéité de plus en plus grande, hein. Peut-être que vous avez entendu parler, que vous mettez en œuvre des pratiques pédagogiques dites inclusives, mais avec des étudiants soit à besoins particuliers, qui peuvent avoir certaines caractéristiques, certaines neurodivergences. On va avoir des étudiants parents, des étudiants en reprise d'études, des étudiants de l'international, des étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle, des étudiants athlètes, des étudiants artistes, des étudiants qui vivent de la maladie longue durée, qui font de l'accompagnement de proches. Tout ça nous amène une diversité dans nos espaces. Ajouter à ça le monde en changement, les envies qui bougent, ben, ça fait en sorte que notre public a bougé. L'autre chose, c'est que nous aussi, peut-être qu'on n'en a pas l'air, mais nous aussi, on bouge. Les attendus vis-à-vis des enseignants du supérieur ont bougé. Je vous rappelle, souvent, on a fait une thèse de doctorat, et puis quand on entre dans ce métier d'enseignant du supérieur, on va devoir donner des cours, on va devoir planifier des activités pédagogiques, on va devoir évaluer des apprentissages, on va évaluer des mémoires et des thèses, on va accompagner des étudiants, on va aller dans des commissions à l'interne, dans des jurys, on va faire de l'évaluation d'articles, on va déposer des projets pour avoir de l'argent, on va justifier dans nos services de finances comment on dépense l'argent, on va aller dans des colloques, on va devoir écrire, on va écrire avec des collègues, avec des étudiants. Tout ça nous amène une charge de travail où je vous rappelle qu'au départ, on avait fait une thèse. Ça nous amène évidemment, nous aussi, dans un espace où, comme tout le monde, on a 24 heures, une vie sociale, des enfants, des conjoints, des activités. Et donc, on est nous aussi en changement. Notre métier d'enseignant et d'enseignant-chercheur n'est plus le même que ce qu'il était si on regarde il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec évidemment tous les changements au sein de l'institution, hein, tout ce qui vient aujourd'hui complexifier, voire parfois
alourdir notre travail et qui fait en sorte qu'on a la perception qu'on a de moins en moins de temps et parfois la sensation d'avoir moins de pertinence dans notre milieu. Hier, j'étais à une réunion, par exemple chez nous, où les collègues mentionnaient: «Mais quel est notre rôle face à l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on fait si notre stratégie, c'est de corriger des travaux produits par l'intelligence artificielle?» On est bien dans une transformation de notre métier, de notre rapport au savoir aussi. Il y a aussi une importance que l'approche par compétence, on parlait de transversalité tout à l'heure dans les mots qui étaient énoncés, il y a une notion d'avoir du plaisir à venir dans nos espaces de formation et nous, comme enseignants et comme enseignants-chercheurs, à avoir du plaisir dans notre métier. Justement, à être moins dans l'impression qu'on va répéter le même cours de semestre en semestre devant des étudiants. Et parfois, j'entends des collègues qui me disent devant des étudiants qui s'endorment, regardent Netflix, sont de moins en moins là, s'engagent de moins en moins, participent de moins en moins, cette impression de retrouver du sens à notre présence enseignante, de retrouver du sens à être dans un espace collectif partagé. Donc, ça aussi, c'est l'une des visées de l'approche par compétences. Évidemment, cette idée du sens, c'est aussi construire le sens de la formation. Pourquoi est-ce que cette activité pédagogique, ce contenu est proposé à ce moment-ci dans le parcours des étudiants? Je vous donne un exemple concret, mais il y a quelques années, mes collègues en sciences de l'ingénieur électrique et informatique, un petit peu désespérés d'entendre des étudiants dire: «Oui, mais alors, les mathématiques, ça ne sert à rien». Et là, des collègues qui disaient: «Bah, voyons donc, comment ça, des mathématiques, ça ne sert à rien?» «Ben si, c'est super important dans le parcours des étudiants, les mathématiques». Mais on voit bien que pour eux, ils avaient la perception que les cours de maths ne faisaient pas sens dans leur développement professionnel. Ils avaient l'impression qu'ils ne mobilisaient pas en stage. Donc on s'est posé la question de comment on les amène à comprendre la pertinence de tel contenu. Puis vous l'aurez compris, hein, moi je ne viens pas de sciences de l'ingénieur, moi je viens vraiment de psychologie et d'éducation. Donc ma posture, elle n'est pas celle d'une spécialiste de discipline dans les sciences de l'ingénieur, elle se positionne dans l'accompagnement des collègues autour de la mise en œuvre de programmes les plus pertinents qu'ils soient pour atteindre les cibles qu'ils ont définies ou en tout cas qu'on a travaillé ensemble. Alors, une fois qu'on se dit pourquoi on s'en va en approche par compétence, hein, il y a plein d'arguments que la littérature et le monde socio-professionnel mettent de l'avant, mais aussi les espaces du monde en tant que citoyen, c'est de quoi on parle. Ça peut sembler complètement hallucinant, mais vous l'avez vu, vous avez donné des mots hein, qui font écho à vos perceptions. Quand on est un collectif et qu'on doit se définir des approches par compétence, il y a un élément important de comprendre de quoi on parle. Et une des difficultés parfois qu'on rencontre en sciences humaines et sociales, d'abord, c'est qu'on aime beaucoup les débats autour des mots et des termes et que parfois on s'y perd un petit peu. Au Québec, on a une belle expression qui dit certains de nos collègues ont l'impression qu'on pelte des nuages. Hein, l'idée que, my God, on tourne sur les mots, mais de quoi on parle? L'important, c'est que vous, comme collectif, dans votre équipe, vous vous entendiez sur c'est quoi l'approche par compétence quand on y est. Alors, je suis revenue à ce concept de compétence. Vous avez parlé de savoir-faire, savoir-être, de savoir, bien évidemment. En fait, si on regarde Tardif, qui est l'un des auteurs les plus prolifiques sur la question et qui fait beaucoup d'accompagnement, notamment en France aussi, et avec les collègues de l'Université de Liège au LabSet, la compétence, c'est un savoir agir complexe. Donc, un savoir agir, c'est être capable, dit le Boterf, d'agir avec compétence, être capable de mobiliser des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et même des savoirs devenir dans une perspective développementale, pardon. Et ce savoir agir complexe, et là, entendez-moi bien, l'élément est clair, il prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes. Les ressources internes, ce sont les connaissances. C'est ce que l'étudiant va apprendre, qu'il va transformer en connaissances. Les ressources externes, elles peuvent être diverses et variées. Ça peut être des ressources de type information. Hein, je peux avoir de l'information qui parfois est plus ou moins juste en fonction des sources de savoir, des sources de la connaissance. Je peux aussi avoir des savoirs. Vous présentez des savoirs théoriques qui sont partagés dans une communauté avec des postulats scientifiques en arrière. Donc, l'étudiant, il va prendre cette diversité. Et parfois, les enseignants vont me dire, oui, mais enfin, c'est compliqué parce que l'étudiant considère que YouTube, une vidéo d'un influenceur et ce que moi je propose,
c'est un peu du même niveau. Effectivement, on a un rapport aujourd'hui au savoir qui est parfois complexe à positionner et quand on se parle de transversalité, il y a une compréhension autour de cet élément-là, hein, ce qu'on va appeler la littératie numérique. Comment est-ce que l'étudiant valide les différentes sources de savoir? Comment est-ce qu'il confronte les points de vue pour comprendre ce qui est un savoir valide? Et on va avoir ce savoir agir complexe à l'intérieur d'une famille de situations. C'est un espèce d'espace où on va dire, eh bien, l'étudiant, quand il est face à une situation de ce type-là, qui regroupe un certain nombre de caractéristiques communes, il va pouvoir agir avec compétence. Évidemment, il y a quelque chose dans cette compétence de l'ordre de un caractère intégrateur et combinatoire, donc il y a une multitude de ressources en concomitance. Ça n'est donc pas un réflexe, ça n'est pas un automatisme, ça n'est pas un simple savoir-faire, c'est bien un savoir agir complexe. Il y a un caractère contextuel, c'est toujours dans des contextes spécifiques. Ça peut pas être je suis compétent, point. Ouais, mais compétent en quoi? Je peux pas être compétent en cuisine, point. Non, je vais à l'intérieur d'une famille spécifique de situations et je suis dans un caractère développemental et évolutif. Et ça, c'est un élément important. Ça va se développer tout au long de la vie. Évidemment, il y a la nature de la compétence, mais je vais continuer à me développer. Donc, je vais démarrer du stade novice jusqu'à aller à un stade d'expertise. Vous, aujourd'hui, dans votre domaine, vous êtes devenus des experts. Vous avez continué le développement de la compétence. Alors, les compétences, c'est un exemple que Tardif donne. Ça pourrait être produire des textes variés, mais vous voyez, ne seraient pas des compétences, soutenir la cohérence textuelle, sélectionner un vocabulaire, appliquer des conventions. On est bien dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du savoir-faire, tandis que produire du texte varié, c'est beaucoup plus complexe. Une compétence aussi, elle va être à l'intérieur des familles de situations. Vous voyez, on peut en avoir des différentes. Le narratif, l'argumentatif, l'éditorial, ça pourrait être des situations pour la compétence produire des textes variés. Je vais avoir différentes situations où je vais amener l'étudiant à mettre son savoir agir complexe en œuvre. Et je ne vais pas mobiliser nécessairement les mêmes savoirs, les mêmes savoir-faire si je suis dans un éditorial ou si je suis dans un texte argumentatif. Donc, on voit bien qu'il va y avoir besoin que l'étudiant mobilise et combine de manière adéquate des apprentissages qu'il a réalisés. Alors, je vais mobiliser donc mes ressources, hein, des connaissances grammaticales, lexicales, relatives aux marqueurs de relation. Tout ça, ce sont des éléments que je vais avoir appris. Je peux aussi avoir des savoir-faire procéduraux. Les savoir-faire procéduraux, c'est un peu les formules, la pratique. Je sais comment le mettre en œuvre. Donc, je vais mobiliser différentes ressources et des ressources externes. Le traitement de texte, Word, peut être une ressource externe, le dictionnaire, c'est pas vous, mais c'est une ressource comme d'autres. Évidemment, les IA aujourd'hui, mes pairs à qui je pourrais demander. Donc, il y a ce que moi, je vais avoir développé, puis il y a ce que je peux mobiliser à l'externe. Et ça m'amène à me dire, mais moi, si je veux emmener mes étudiants dans cette approche par compétence, comment je fais pour la définir au complet? Et donc, rappelez-vous, cette approche par compétence, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais mis une démarche dans mon titre. C'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Le but, c'est pas à la fin de dire voilà, notre approche par compétence, c'est réglé, puis c'est ça. Mais non, c'est ce que vous allez mettre en œuvre avec les étudiants pour atteindre les cibles d'apprentissage. Vous allez mettre en œuvre l'approche par compétences pour permettre aux apprenants de développer les compétences que vous allez avoir définies comme collectif. C'est important de comprendre qu'en fait, ce qui est essentiel dans la démarche, c'est de se rappeler qu'on est tous ensemble. Finalement, ce que les étudiants ont fait dans le cours de Caroline, dans le cours de Xavier ou dans le cours de Mathilde, c'est une chose. Mais ce qui est important, c'est comment les activités pédagogiques proposées par Mathilde, par Caroline, par Xavier vont permettre à l'étudiant d'atteindre les compétences que nous avons collectivement définies. Nous sommes tous ensemble dans cette approche par compétences. On est co-responsables, les étudiants, nous, de la réussite de l'approche par compétences. Donc ça, c'est un élément important. Cette approche, et vous me permettrez d'emprunter le schéma à Catherine Loisy et ses collègues, mais elle s'inscrit finalement dans une approche large.
AP que vous voyez dans le premier, j'allais dire cercle, mais on est plutôt dans un rectangle écrasé, c'est l'approche programme. Donc, je m'inscris dans un projet de formation. Quel est le projet de formation de votre école? C'est quoi votre vision du diplômé à vous? Et elle est probablement différente que si j'allais voir à l'école centrale de Nantes ou dans un autre établissement. C'est important que vous ayez votre projet de formation. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se compléter? Fort probablement. Il y a des choses où on va partager. Parfois, on va me dire, oui, mais nous sommes là pour former des généralistes dans les sciences de l'ingénieur. Il y a certainement des compétences qui vont se partager, mais elles vont se colorer probablement en fonction de là où vous en êtes. Et puis, vous avez ce deuxième rectangle écrasé avec l'approche par compétences où vous le voyez, on a des compétences visées et puis cela va nous amener à être mis en œuvre, hein, à travailler tout le processus pour arriver jusqu'au bout. Puis, je vais vous le décomposer. Puis, vous allez peut-être vous dire, bah, tiens, moi, je pense qu'on se situe là, qu'on se situe là, qu'on se situe là. L'idée, c'est aussi que l'étudiant il soit capable de comprendre le processus dans lequel vous l'emmenez. Alors, la question qui se pose, c'est comment je le mets en œuvre ce processus. Et là, il y a un enjeu numéro un, puis on en a discuté tout à l'heure en préparant cette conférence, mais c'est l'idée d'être une équipe. Je peux bien croire à l'approche par compétence. Si personne n'embarque, ben, je ne peux pas faire l'approche par compétence seule. En fait, ça ne fait pas beaucoup de sens une approche par compétence qui ne serait pas portée par l'équipe. Est-ce que ça veut dire que parfois, évidemment, je vis avec des résistances? Oui. Est-ce que parfois, il y a des collègues qui embarquent moins? Oui. Mais en même temps, quand le mouvement est en route, hein, je peux difficilement dire, ah non, mais moi, je vais rester un petit peu sur le banc de touche. Il y a un moment donné, comprendre qu'une équipe, ben, c'est un collectif. Une équipe, c'est un collectif qui est formel. C'est pas comme une équipe de soccer et où tu rentres et tu sors, là. C'est une équipe programme dans laquelle on est embauché. Donc, c'est une équipe formelle dans laquelle il y a des homo academicus, hein, des personnes qui ont été embauchées parce qu'ils sont des chercheurs dans un domaine. Et puis, ces homo academicus, ils ont aussi une tâche en tant qu'homo pédagogicus. Ils vont avoir des tâches d'enseignants. Puis, il y a des collègues qui sont vraiment là pour être 100% enseignants. Et on va se retrouver avec ces personnes différentes. Et au-delà de ça, tout à l'heure, je vous parlais de la pluralité ou de l'hétérogénéité des étudiants, mais en réalité, cette hétérogénéité, elle existe de la même manière dans nos équipes enseignantes. On a des collègues de différentes natures, hein. Certains se sentent plus Iron Man, tandis que d'autres se sentent plus Hulk. Ça fait en sorte qu'on a des caractéristiques différentes, qu'on a des forces différentes, qu'on a des complémentarités. Et puis, si on ajoute à ça, évidemment, au cœur de l'équipe, des personnels pédagogiques, les personnels de la scolarité, les collègues conseillers ou ingénieurs pédagogiques, les collègues de la bibliothèque, ben, ça commence à nous amener à être un très grand groupe. Mais je vous rappelle que le but de ça, c'est pas de rester chacun campé dans nos rôles, mais c'est de se souvenir que ce qu'on veut, c'est devenir les Avengers. Et pour devenir une équipe, il va falloir penser en équipe. Il va falloir mettre en place un climat qui favorise l'écoute, qui favorise l'empathie, qui favorise la compréhension. Ça se peut qu'on ne soit pas toujours d'accord, hein. À l'heure actuelle, par exemple, j'accompagne 9 équipes à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et ben, dans les équipes, il y a parfois des moments où ça frotte un peu, où les gens ont du conflit cognitif, mais positif. Mais c'est aussi ça des espaces d'enseignement supérieur. C'est comprendre qu'on n'est pas tous d'accord tout le temps. C'est pas d'être dans un perpétuel accord où parfois un peu de manière molle, on va avoir ce consensus qui se dégage plus ou moins. Non, c'est d'être capable de défendre notre point de vue, notre argumentaire, puis de se dire, OK, on a mis ça sur la table, qu'est-ce qu'on choisit collectivement, où est-ce qu'on va et comment on y va. Ça veut dire aussi quand vous vous lancez dans votre approche par compétence, c'est quand même oser un certain changement de paradigme, mais ça prend du courage. Parfois du courage aussi pour le présenter aux étudiants. Parce que on passe d'une formation plutôt morcelée, hein, cette logique de petites UE, parfois sans lien les uns avec les autres, à quelque chose de plus intégré. On parlait tout à l'heure de culture, un peu plus de transversalité. On va être effectivement dans une compréhension qu'on n'est pas dans un cumul de savoir, mais bien dans une intégration en matière de savoir agir complexe. Donc, on va être dans quelque chose qui est beaucoup plus en mouvement
que dans une logique extrêmement cumulative. Ça fait en sorte qu'on passe d'une logique très découpée disciplinairement à une logique plutôt pensée en parcours. Où est-ce que nos espaces de formation ont des lieux de rencontre? Et donc, d'un bord, on avait toutes les petites UE, l'étudiant mettait un peu les morceaux ensemble, hein, cette idée d'album photo, ou s'il retire des photos, c'est pas si grave, à quelque chose où nous-mêmes, on est capable d'expliciter les relations entre nos contenus. Qu'est-ce qui fait que nos cours vont avoir des liens? Où est-ce qu'on peut mutualiser certaines activités? Où est-ce qu'on est en construction commune? Et c'est vraiment un changement de paradigme, y compris pour les étudiants qui, des fois, aiment bien la logique du petit saucisson, puis qui se disent, OK, ce cours-là est fini, cours suivant, si j'ai pas trop retenu, c'est pas grave. Là, on lui dit, ah non, 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 attention, mon petit loup, tu ne peux pas juste faire fi de ce que tu as fait avant. On est dans une logique de parcours construit. Alors, ça veut dire aussi que collectivement, dans la démarche, on va re-questionner notre vision du diplômé. Souvenez-vous, tout au-dessus, dans ma petite bulle, mon premier rectangle écrasé, il y avait cette vision du diplômé. C'est qui notre diplômé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut l'amener à avoir développé en termes de valeurs, en termes de stratégie, en termes de posture? Donc, cette vision du diplômé, c'est ce qui va, à la fin, incarner quand il sort de notre établissement. Qui c'est votre diplômé à vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et puis après ça, on va se poser la question de comment j'emmène mon diplômé? Et là, je vais l'amener en compétences. Donc, souvenez-vous, je me permets de remettre à partir du petit schéma de Georges Epoumet, la compétence, ce savoir agir, puis on va le décomposer. Parce qu'évidemment, il y a une question qui est comment on va évaluer ces compétences? Parce que c'est bien de se dire, OK, mais tout à l'heure, il y avait dans vos mots, être capable d'évaluer finalement où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'il a atteint le niveau attendu. Et là, je vous dirais, quand j'accompagne les équipes, il y a toujours des choses très intéressantes sur la vision du diplômé. C'est des fois des équipes qui me disent, ouais, mais attendez, là, quand on regarde ce qu'on a écrit, ça, c'est pas notre diplômé à la sortie, c'est notre diplômé dans 5 ans. Ah, OK. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le challenger pour le pousser ou bien est-ce qu'on révise notre vision du diplômé en étant plus réaliste par rapport à ce qu'on peut faire avec le nombre de crédits ECTS qu'on a, le nombre d'années qu'on a, le type d'activité pédagogique? Ce qui est important, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a placé, je pense que c'est David qui parlait de l'alignement. On est vraiment là. Comment est-ce qu'on va aligner notre démarche pour nous dire entre ce qu'on annonce au bout de la ligne puisqu'on met en place pour atteindre cette cible-là, on est cohérent. Et pour ça, on va passer par un certain nombre d'éléments. Avoir des compétences, être capable de les décomposer en ce qu'on appelle les composantes essentielles, donc les qualités. On va pouvoir observer dans quel contexte on le fait. On pourrait dire, oui, mais nous, notre formation, il y a 3% de nos étudiants qui s'en vont, par exemple, dans les entreprises pharmaceutiques, alors qu'on est dans une formation en psychologie. On pourrait dire: «Ouais, mais tu sais, ça, c'est pas ce à quoi on les prépare, donc on n'ira pas dans ce type de contexte, on va resserrer». C'est tout à fait vrai. Je pense à une formation que j'ai accompagnée, par exemple, en droit et gestion, où ils nous ont dit: «Ben, nous, nos étudiants, ils vont majoritairement dans des entreprises locales. On a très peu d'étudiants qui vont dans l'international. On va peut-être faire des choix par rapport à certaines activités pédagogiques qui répondent mieux à notre marché du travail que vraiment imaginer de les envoyer à l'international alors que c'est un petit nombre. Donc on va faire des choix. On va aussi évidemment définir les niveaux, hein, ce qu'on va appeler, vous allez le voir, la trajectoire de développement, comment on emmène l'étudiant. Définir les apprentissages critiques, ça c'est ce qu'on va observer aussi dans nos évaluations. Puis ces évaluations, elles vont passer par des mises en situation, des situations d'apprentissage et d'évaluation qui soient authentiques. Je vais vous en parler un peu. Et puis évidemment, c'est quoi les ressources qui vont être utiles pour faire ça? Qu'est-ce qu'on va devoir amener les étudiants à apprendre, à développer, à mettre en œuvre en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça disparaît pas. Ça fait bien évidemment partie des éléments. Autrement dit, si je simplifie, je ne peux pas être compétent si je n'ai pas de connaissances, donc pas de savoir, si je ne suis pas en mesure de démontrer des savoir-faire, de démontrer des savoir-être,
puis dans une logique de savoir-devenir, dans cette logique développementale. Donc, penser en compétences, mettre en place une approche par compétences, c'est très complexe. On n'est pas juste dans un découpage, on est dans une pensée très intégrative. Donc, c'est complexe pour un étudiant. Alors, cette idée de vision du diplômé, je vous ai mis un exemple qui est celui du baccalauréat en ingénierie de l'École polytechnique de Montréal. Je vous laisserai mon PowerPoint si ça peut vous aider. Vous le voyez, ils vont déposer de manière assez synthétique qu'est-ce que c'est, comment ça se positionne dans le cadre de leur établissement, dans le cadre de leur collectif. Donc, eux, former des ingénieurs possédant des connaissances scientifiques et techniques solides, leur permettant de proposer des solutions adéquates à des problèmes ouverts et de concevoir des produits répondant aux besoins actuels. De plus, ils auront développé des compétences plus générales, vous parlez de transversalité, dans les domaines de la communication, du travail en équipe. Et puis, il y a des valeurs cadres où on s'est dit, ben ça, c'est des éléments clés. Et puis, vous le voyez, ils vont avoir ce qu'ils appellent des compétences cadres. On pourrait avoir une belle discussion sur comment elles sont formulées. Mais l'idée aussi, c'est de se rappeler qu'au départ, notre référentiel de compétences, il n'est jamais parfait en un coup. Ça nous demande quand même du travail et des adaptations. Alors, dans cette logique, j'ai donc à l'entrée mon référentiel métier. Et là, entendez-moi bien, le référentiel métier, c'est où est-ce qu'ils vont nos étudiants à l'issue de notre formation. Parfois, les établissements me disent, attention, attention, nous, on n'est pas professionnalisant. Et puis alors, il y a le petit clin d'œil à l'utilitarisme, la société patronale. L'idée, c'est pas que l'approche par compétence, c'est pas le MEDEF, pour le dire platement. L'idée, c'est de se dire où est-ce qu'ils vont nos étudiants à la sortie. Et si une formation me dit, ben moi, chez nous, 95% s'en vont s'inscrire dans un master, parfait. C'est quoi les compétences attendues à l'idée, à la sortie d'une licence pour entrer dans un master? Donc, on va travailler là. Si l'idée, c'est qu'ils vont s'en aller dans des entreprises de différentes natures, eh bien, quel est le référentiel métier, les activités auxquelles on peut s'attendre? Ce référentiel va être traduit dans un référentiel de compétences. En général, on va parler entre 4 et 6 compétences pour un programme de formation. Et puis, nous, on va le traduire, votre concret, votre maquette de formation, hein, c'est ce fameux référentiel de formation et d'évaluation. Il va falloir l'expliciter pour qu'on soit capable de le mettre en œuvre. Donc, vous le voyez, on est bien dans une logique d'étape, de processus de démarche. On part avec une idée, on la construit dans une démarche. Alors, cette démarche, elle doit être systématique. Moi, je ne connais pas votre contexte. Je ne suis pas en mesure d'en faire une analyse pertinente. Vous pourriez me dire, ah là là, Christelle, là tu es complètement dans le champ. Nous, nos étudiants, pour 80% d'entre eux, ils veulent aller à l'international. Ils vont dans une entreprise de haut calibre. Ils vont devoir faire de la gestion d'équipe dès leur sortie. Donc ça, ce sont des éléments de l'analyse du contexte. À l'issue de ça, vous allez, comme collectif, avoir une vision commune de votre diplômé, votre profil de sortie. Cernez vos fameuses actions professionnelles en faisant des choix. Je vous donne un exemple concret. Un établissement que j'accompagne en éducation physique et sportive, des collègues qui définissent les actions professionnelles possibles. Puis à un moment donné, un collègue qui dit, oui, mais on prépare quand même les étudiants à coacher des sportifs de haut niveau. Et ils ont eu un gros débat parce qu'il y a une collègue qui disait, ben non, il y a 3 étudiants sur une promotion de 400, on ne va pas mettre des éléments de compétence pour ça. Puis le collègue qui lui-même était un ancien athlète de haut niveau, il tenait beaucoup. Finalement, il y a eu une discussion. Moi, je suis surtout là pour travailler avec eux le processus, mais je ne suis pas en mesure de dire vous devriez prendre ça ou prendre ça. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas les compétences pour pouvoir positionner, de dire c'est ça la bonne chose. Donc, il y a un travail autour de ce référentiel métier, évidemment, qui est fait par le collectif. On va détailler les tâches qui vont nous permettre de formuler les compétences, hein, être capable de dire comment se formule notre compétence avec les composantes essentielles, les acquis d'apprentissage et, excusez-moi, les trajectoires de développement pour en arriver après à la maquette. Vous le voyez, la maquette, c'est loin là. Elle arrive au niveau de notre design pédagogique où on va discuter de stratégie pédagogique et évaluative. Évidemment, on est dans quelque chose qui est quand même itératif. On est rarement, OK, la première étape est faite, on n'y revient plus jamais. Les équipes à l'heure actuelle, par exemple, de Paris-Sorbonne que j'accompagne, comme je vous disais, certains sont revenus en me disant, finalement, on voudrait remonter sur notre vision du diplômé quand ils sont arrivés
à réfléchir aux tâches inhérentes aux actions professionnelles. Donc, on voit bien qu'il y a quelques allers-retours. À un moment donné, il faut se stabiliser. On est tous d'accord là-dessus, mais il faut aussi se laisser la liberté. C'est un processus qui va s'étaler dans le temps pour pouvoir produire notre maquette, en arriver au bout du chemin. On a parlé d'alignement, hein, donc l'alignement pédago-numérique, y compris curriculaire. Curriculaire, c'est à la hauteur du programme. Il y a une idée que dans mon pédago-numérique, bien évidemment, j'ai des contenus de formation. Vous allez me dire, il y a des choses essentielles, évidemment. Mais il y a qu'est-ce qu'on veut que les étudiants apprennent, hein, nos fameux acquis d'apprentissage. Est-ce que les activités proposées sont cohérentes? Est-ce que si je regarde mon référentiel de compétences, eh bien, les stratégies pédagogiques qu'on va mettre en place dans nos différentes activités sont cohérentes? Et est-ce qu'on les évalue de manière cohérente? Et là, on a un gros enjeu. L'évaluation, c'est pas un morceau facile. Ça ne l'était pas avant, ça ne l'est pas avec les compétences, ça ne l'est pas non plus avec l'intelligence artificielle, les outils numériques qui rentrent là-dedans. Puis, par contre, rappelez-vous que tout ça s'inscrit dans un contexte. Il y a des habitus. Dans certaines formations, on va dire oui, mais nous, on en fait des stages de manière régulière. Ce sont bien ce qu'on va appeler des situations d'apprentissage et d'évaluation authentiques. Le stage en entreprise, le stage dans les milieux. Parfois, on va avoir de la rédaction d'essais de mémoire professionnelle, on va avoir la mise en place de recherche. Ces contextes de formation ont des habitus. Mais notre cœur, c'est bien favoriser l'apprentissage des étudiants. Il n'y a jamais d'enseignant ni d'équipe enseignante, enseignant-chercheur qui me sont revenus en me disant, nous, notre but, c'est que les étudiants, avec notre démarche, soient moins bons que quand on les formait avant. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais de période de flottement, puis que par moment, on se demande si ce qu'on fait, on va dans le bon sens? Oui, mais c'est aussi ça, une démarche d'approche par compétence. Il y a un élément sur les trajectoires de développement, je vous l'ai dit. Alors, je suis repartie de l'approche de Dreyfus et Dreyfus qui disent, ben, on va prendre l'étudiant au niveau novice et on va l'emmener jusqu'à une certaine expertise. Évidemment, si je m'inscris en formation continue, hein, si j'ai déjà les étudiants qui apparaissent en bac+3, c'est pas le même type de novice que quand on les récupère en L1. Donc, on va définir souvent comme établissement de novice aux compétents en voyant comment ça s'installe. Parfois, ces 3 années de formation, on va me dire à la fin de la première année novice, deuxième année intermédiaire, troisième année compétent. Mais j'ai des programmes de formation qui me disent, ben non, nous, on n'a que 4 semestres. Donc, le novice, c'est à la fin du premier, le compétent, l'intermédiaire à la fin du 2, décidément, et le compétent à la fin du 4. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise organisation de la trajectoire de développement. Ce qui est important, c'est d'en avoir une. On va ensuite définir nos acquis d'apprentissage. Donc, vous voyez, là, je rentre dans le comment, puis il y a des étapes évidemment à franchir. Qu'est-ce que c'est que les acquis d'apprentissage? Ben, c'est les résultats attendus de la formation. C'est ça qui sont vos observations. C'est là-dessus que vous allez évaluer les étudiants. En fait, on va inférer le niveau de compétence à partir des acquis d'apprentissage que vous allez pouvoir observer. Attention, il y a un élément important quand on est dans une approche par compétence. L'idée, c'est pas d'augmenter le nombre d'évaluations. Au contraire, c'est d'avoir des évaluations plus complexes, plus interdisciplinaires et donc moins dans une logique de petite checklist de l'ensemble des acquis d'apprentissage, mais dans quelque chose de plus global. Évidemment, pour y arriver, je vais avoir plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Ça peut être des éléments de connaissance, des aptitudes, des capacités, des comportements, des qualités. Je vais avoir plein de choses, mais ce qu'il faut, c'est que je sois capable de les observer à travers une situation authentique, une situation complexe. Si l'étudiant doit faire le choix du cadre à mobiliser, de la bonne stratégie, de la bonne formule, je n'ai pas besoin de lui demander de me répéter la formule. Je suis capable de voir à travers l'utilisation qu'il en a faite, la compréhension qu'il en a. Quand je vais regarder, puis là, je vous en ai proposé un exemple qui est celui du référentiel de logopédie, j'ai ma compétence. Hein, eux, ils ont 5 compétences pour 5 années de formation. Assumer la responsabilité de la prévention dans le domaine des troubles relevant du champ d'action du logopède, c'est leur première compétence. Ils la définissent à 3 niveaux et puis ils vont avoir des acquis d'apprentissage qui vont aller observer dans différentes activités pédagogiques. Vous le voyez, on va en avoir entre 1 et souvent 4, 5 par niveau que vous allez observer. Et ça va me permettre d'inférer la compétence. Est-ce que l'étudiant, au niveau novice,
il a atteint ce qu'on souhaitait. Évidemment, pour ce faire, je vais devoir avoir des évaluations. C'est un élément important parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'évaluation, c'est un gros enjeu. Ça l'est dans tous les contextes de formation. Ça fait un petit bout de temps que je roule ma bosse, je vous dirais, dans les établissements d'enseignement supérieur, tant au Québec qu'en France. Je passe à peu près la moitié de ma vie en France dans des établissements. C'est toujours complexe, l'évaluation. L'évaluation, c'est compliqué parce qu'en plus, c'est très affectif. Il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir qu'on a sur les étudiants. Est-ce que, à mon avis, il y a des étudiants qui réussissent alors qu'ils n'ont pas atteint les compétences? Oui. Est-ce qu'il y a des étudiants qui échouent alors qu'ils avaient atteint le niveau qu'ils auraient dû les réussir? Oui. Ça n'est jamais parfait, c'est toujours subjectif. Ce qu'on va tendre, c'est mettre en place des outils pour tenter d'atteindre une évaluation la plus objective qui soit. Mais ce n'est pas toujours simple. Alors, dans l'approche par compétence, il y a un élément fort, c'est qu'elle soit contextualisée. Et donc, elles vont passer par ces fameuses situations d'apprentissage et d'évaluation. L'idée, c'est bien d'y aller vers des tâches authentiques. L'idée, c'est que l'étudiant doive produire quelque chose, que ce soit matériel ou immatériel d'ailleurs, mais qui soit vraiment mobilisé dans une production. Et vous, vous allez évaluer cette production. Donc, vous allez voir ce que l'étudiant a mobilisé en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, et on va l'observer à travers cette production. Évidemment, ce qui est important, c'est que l'étudiant n'ait pas une seule chance de réaliser son activité. S'il n'a eu qu'une seule opportunité, ça va quand même devenir dangereux de se dire, ça se peut que ce jour-là, l'étudiant soit moins en forme, ça se peut qu'il n'ait pas choisi le modèle pertinent à mobiliser, donc il va lui falloir lui donner des occasions, évidemment, de s'exercer pour y arriver. Typiquement, par exemple, dans le domaine de la santé, on a les fameuses écosses, ce qu'on va appeler les évaluations avec de l'observation structurée. On va parfois avoir l'utilisation de patients standardisés. C'est un peu comme quand je vais en stage. J'ai une grille d'évaluation, ça se peut que je ne puisse pas tout observer. Je ne peux pas baser la totalité de la réussite sur un seul moment où je suis venu, par exemple, observer un étudiant une demi-heure dans son entreprise ou quand il donnait un cours, si je suis en formation des enseignants. Donc, on est bien dans quelque chose qui va demander plusieurs productions. Dans ces évaluations, c'est les travaux de Préjean, Bernard et Kozanitis qui disent il y a une diversité de situations authentiques et probablement des choses que vous faites déjà dans vos milieux. L'idée, c'est pas de se dire mon Dieu, on va devoir tout recommencer à zéro, c'est de dire mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous le voyez, plein de choses. Peut-être que vous allez dire ah, nous, l'expérimentation, ça nous parle beaucoup. Le bureau d'experts, le stage d'observation, l'apprentissage par problème, la rédaction d'articles. Dépendamment de ce que l'étudiant va faire, dépendamment du programme de formation, dépendamment du niveau dans lequel il est, je vais avoir des évaluations de plus en plus complexes et qui vont être différentes en fonction des attendus. Souvent, ça va pouvoir être aussi des évaluations qui pourraient être réalisées en équipe, mais pas que. Je vous rappelle que la plupart des établissements vont avoir des règles pour dire on ne peut pas avoir que des travaux en équipe, par exemple, qui soient évalués. Je pourrais aussi avoir des évaluations où plusieurs enseignants vont intervenir pour évaluer la production. C'est le cas actuellement dans une équipe que j'ai accompagnée, par exemple, sur un master en éducation au développement durable, où il y a 3 enseignants qui interviennent sur une même étude de cas, parce qu'il y a une perspective très historique et politique, il y a une perspective très bio-science, et il y a une perspective à travers celle-là très environnementale et sciences humaines sur certains aspects. Donc, droit et politique, sciences humaines, environnement, puis quelque chose de très sciences dites dures avec les aspects biologiques. Donc, vous voyez, 3 enseignants, même étude de cas. Évidemment, ça leur a demandé une construction, ça leur a demandé du travail, ça leur a demandé du collectif pour pouvoir la proposer. Il y a un enjeu, vous le voyez ici, je suis repartie du référentiel de nouveau de logopédie, la même compétence, si vous vous souvenez de tout à l'heure, assumer la prévention. Et vous le voyez dans les petites colonnes en fait à droite, vous avez les ressources, sciences médicales, sciences psychologiques,
sciences humaines, démarches scientifiques et pratiques cliniques, linguistique et psycholinguistique. Ce sont potentiellement des UE, ce sont chez eux les domaines de ressources et ils vont mettre des petits carrés de couleur là où certains acquis d'apprentissage vont être évalués. Donc, vous voyez, à certains endroits, ils sont évalués une seule reprise. On pourrait avoir une réflexion en disant, ben, est-ce que c'est pas peu à une seule reprise? Mais sinon, dans la plupart, ils vont être évalués à plusieurs reprises. Est-ce que ça veut dire, par contre, que je ne peux pas travailler, identifier les dispositifs de prévention dans les sciences médicales? Non, mais ça veut dire que je n'évalue pas tout le temps. Il y a plein de choses que je peux travailler dans le cadre de mon activité pédagogique, mais je ne vais pas nécessairement l'évaluer formellement. Et ça, c'est un élément important parce que ça fait en sorte qu'on n'est pas tout le temps en évaluation. Mais par contre, vous pouvez tout à fait dire, moi, par contre, je veux absolument travailler cet aspect-là. Donc, c'est très important aussi de le voir dans cette logique de vous avez le droit tout à fait d'évaluer, mais aussi de le travailler sans évaluer. Il y a quelques années, dans notre programme en approche par compétence, il y a une étudiante à un moment donné qui m'a dit, ah, tu n'as pas le droit d'évaluer ça parce que c'est un élément d'acquis d'apprentissage qu'on a travaillé dans l'autre cours. Mais j'ai dit, en fait, j'ai le droit de le faire. On n'est pas dans une logique de découpage, on est dans une logique d'intégration. Donc, c'est tout à fait mon droit de remobiliser certains éléments qui ont été vus. Le droit est parfois beaucoup plus lousse que ce qu'on peut imaginer. Alors, dans cette idée, vous le voyez, les carrés rouges représentent des situations d'apprentissage et d'évaluation, donc des situations un peu plus complexes. Est-ce que ça veut dire que parfois, il y a des enseignants qui vont me dire, oui, mais moi, je fais un quiz pour valider certains éléments de savoir très précis? C'est tout à fait faisable. Mais attention, rappelons-nous que le contrôle continu qui a été instauré, il a des très bons côtés, puis il a des côtés un peu plus pervers ou un peu plus négatifs. C'est l'idée que des fois, on va faire un petit découpage d'évaluation, puis on va avoir des quiz qui valent 4 points, 5 points, 9 points, 3 points. Et on se rend compte que les étudiants ne s'engagent pas quand les évaluations sont très morcelées et qu'elles valent peu de poids. Donc, il faut y être attentif aussi à ce niveau-là. Rappelez-vous aussi que dans cette idée d'évaluation contextualisée, je vais faire un choix des SAE en collectif, je vais déterminer le livrable, un projet, un stage, un rapport, une présentation orale. C'est à vous de faire le choix évidemment de ce livrable. On va faire les liens avec les acquis d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on va travailler? C'est quoi les éléments observables? On va cartographier quelle activité pédagogique participe à ça. Et là, il va falloir de la cohérence. Nous, ça nous est arrivé, par exemple, au programme de génie mécanique où des étudiants nous disaient, ben là, il y a des contenus qu'on nous demande de mobiliser, mais en réalité, on ne les a pas encore travaillés dans le cadre de nos cours. On s'est dit, ah, est-ce qu'on a une incohérence? Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Comment est-ce qu'on s'assure que les ressources soient à disposition des étudiants? Et puis, on scénarise l'activité, l'étude de cas, le projet, le stage, la rédaction des consignes, les grilles d'évaluation. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose qui amène là aussi, évidemment, des étapes. Et c'est à partir de ces différents éléments d'évaluation que je vais inférer le niveau de compétence des étudiants, que je vais être capable de me dire, est-ce qu'il a atteint les cibles de formation au niveau novice, au niveau intermédiaire, au niveau compétent? On va ramener donc l'étudiant en fonction de là où il en est à le travail de scénarisation avec ma grille. Alors, vous le voyez ici, il y a des grilles, il y a donc de l'appréciation, il y a des notes, il y a des endroits où on ne trouve plus de notes, c'est simplement un niveau qui est positionné. Ce sont souvent des postures institutionnelles. On va décider ce qu'on en fait, on va décider comment on le présente. Parfois, on va avoir les grilles, le niveau va être coché, puis on va avoir un commentaire en dessous, souvent quelque chose à maintenir, quelque chose à améliorer. L'idée, c'est de donner de l'information à l'étudiant. Ce qui nous permet de progresser dans notre processus quand on est un apprenant, c'est la rétroaction que vous allez lui donner. Donc, juste le chiffre ne favorise pas la progression. Ça va être important de le colorer, puis c'est pour ça que les grilles, elles vont être créées, puis ça, c'est tout un pan, l'utilisation de grilles critériées pour évaluer, puis si ça vous intéresse, on pourrait s'en reparler à une prochaine occasion, mais c'est vraiment un élément important, comment on évalue, surtout quand on est plusieurs.
Évidemment, pour terminer, je ne pouvais pas passer sous silence la fameuse IA. Alors, on va trouver de plus en plus d'outils qui nous amènent à questionner si nos évaluations contextualisées sont résistantes aux outils d'IAG ou bien elles sont vulnérables. Tardif, il dit, plus vous pensez par compétence, moins les IA vont être un enjeu. Plus vous allez demander des productions originales et réflexives, moins les IA vont être un enjeu. Donc, c'est sûr que si vous voulez résister à l'IA, et elle va être présente, elle l'est de plus en plus, il faudra se poser cette question. Comment est-ce que je peux m'assurer? Alors, on a vu apparaître évidemment des collègues qui disent, ben moi, par exemple, en plus du produit déposé, du rapport, je vais demander une présentation orale aux étudiants, je vais demander une courte vidéo, je vais les recevoir lors d'un examen. Évidemment, si je fais ça, il va me falloir une grille. Ce que la littérature dit, je ne peux pas mettre une note directement à l'issue. Il faut que j'ai un regard beaucoup plus prise de recul par rapport à ce que je fais. Est-ce que je peux me faire accompagner? Il y a beaucoup de services et d'établissements qui vont proposer des grilles en disant, ben, qu'est-ce que je permets à l'étudiant? Du niveau 0, aucune assistance, jusqu'à oui, vous pouvez utiliser l'IA, vous pouvez avoir par contre une explication sur comment vous l'avez utilisé, pourquoi vous l'avez utilisé. Donc on voit bien que les établissements se positionnent, mais c'est une vraie question quand on se situe dans la production. Je vous le répète, plus vous allez proposer des productions authentiques, moins vous allez être vulnérable aux IA, ou en tout cas vous allez l'autoriser de manière peut-être plus saine par rapport à vos ressentis. Évidemment, quand je me situe là-dedans, si je me situe, vous le voyez, dans mon apprentissage, plus j'évalue des savoirs, agir complexe, Tardif dit, aucun problème d'utiliser l'IA. Plus j'évalue des ressources internes individuelles, ben évidemment, l'usage de l'IA, il devient difficile. Si je fais juste une évaluation de savoir, je ne devrais pas autoriser les IA parce qu'évidemment, ça va faire en sorte qu'on va plus s'assimiler à ce qu'on pourrait considérer comme étant du plagiat. Alors, pour ne pas conclure, et on va avoir des petites minutes d'échange, mais je voulais vous rappeler que ben, par moments, c'est difficile l'approche par compétences. C'est complexe, ça va demander des efforts, ça nous bouscule sur nos profils, sur nos ressources, sur la révision de nos stratégies pédagogiques et évaluatives. C'est vrai, il y a des moments où on va avoir un peu l'impression de vivre un mud girl dans la boue. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on y va en équipe. Et dans cette équipe-là, il y a les enseignants-chercheurs, il y a les personnels pédagogiques de l'établissement, il y a les étudiants à embarquer, il y a les milieux de pratique professionnelle ou d'études dans lesquels vos étudiants vont aller. Donc, on est un collectif. Et c'est à travers ce collectif, en acceptant que ça va prendre du temps, que c'est une transformation de notre culture d'établissement, notre culture pédagogique, notre culture évaluative, qu'on va pouvoir atteindre finalement notre démarche par compétence pour la faire passer de cette idée qu'on avait sur papier à une réelle démarche, un processus et au final des étudiants qui vont progresser dans leurs apprentissages. Voilà beaucoup, voilà beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Puis je vous remercie pour votre écoute et évidemment, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions et commentaires.